Bonjour tout le monde et bienvenue dans une série de formations dédiées à Python et aux SGBD et SQLite 3. Alors aujourd'hui, nous allons voir une approche avancée de la programmation en Python qui est la programmation orientée objet où nous allons voir comment l'utiliser ainsi que SQLite 3 et la journalisation. La journalisation est un concept un peu plus avancé en programmation Python et bon nombre de jeunes développeurs Python qui découvrent Python ne savent pas comment l'utiliser. Et aujourd'hui, je me suis donné la tâche de pouvoir vous montrer ça, comment l'utiliser avec la programmation orientée objet et aussi avec les SGBD SQLite 3. La généralisation va nous permettre d'avoir la traçabilité des différentes erreurs qui se produisent dans notre code grâce au module logging. Et cela est important quand vous avez un programme un peu plus conséquent qui a beaucoup de lignes de code afin de pouvoir se retrouver en cas d'erreur, il est toujours demandé primordial à un programmeur d'avoir un fichier de log qui journalise les différentes erreurs qui se produisent au niveau du programme. Ainsi, ça va lui faciliter de pouvoir facilement déléguer le programme pour le rendre plus résistant et mieux concis. Je vais commencer par créer le dossier qui va contenir la base de données, dossier DB, ainsi que le dossier qui va contenir le fichier de journal. Je vais nommer ça journal. Je vais aussi créer un fichier main.py et un fichier test. Dans le fichier main, je vais commencer par importer le module. Importation de module. Et je vais commencer par importer le module os. Et ports SQLite 3 ainsi que from SQLite 3 import error. Et puis je vais importer le module qui va nous permettre de faire la journalisation avec un import de logging. Et puis je vais créer la classe data. Et cette classe, j'initialise ici les constructeurs. Je vais faire un Alt Z pour retour à la ligne. J'initialise les constructeurs. Je crée ici la variable database qui contient le chemin vers la base de données. Je vais renseigner ici DB. Je renseigne aussi le nom de la base de données. Database. En termes d'extension, vous pouvez utiliser soit SQLite 3 ou vous pouvez utiliser DB. Moi, j'ai resté sur DB. Et puis ici, j'ai créé la variable con. Le con qui va prendre SQLite 3.connect. Ici, la méthode connect, nous lui passons en paramètre le chemin vers la base de données. Et donc, la méthode ici connect nous permet de nous connecter à une base de données si elle existe ou d'en créer une et de s'y connecter si elle n'existe pas. Et dans notre cas, nous n'avons pas encore de base de données. Ici, dans notre dossier DB, on n'a pas de base de données nommée database.db. Mais grâce à cette méthode connect, cette base de données va être directement créée lorsque cette méthode ne va pas trouver cette base de données ici dans le dossier DB. Il va créer cette base de données et s'y connecter automatiquement. Et puis, selon ligne de code ici, qui commence par logging.baseconfig, ce long ligne de code ici va nous permettre de pouvoir créer ces fichiers de log, nous y connecter et aussi écrire dans ces fichiers de log. C'est pourquoi ici, nous faisons appel à baseconfig. Baseconfig ici qui prend en paramètre le file name, donc le chemin et le nom des fichiers de journal.
les formats qui contiennent le formatage des données qui vont être écrites dans ces fichiers de log, ainsi que ici date FMT qui contient le formatage de la date. Ici, je vais renseigner le fichier de log, c'est journal.log. Journal.log. .log, comme ça. Ici, dans le dossier journal, je vais créer ce fichier. Journal.log, qui est le fichier du journal. Ok, j'écris ça dans le fichier test. Non, 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 j'ai fait une petite erreur. Ce n'est pas ici, mais dans main. Désolé pour cette petite erreur ici. C'est dans main qui doit être écrit toutes ces données. Je n'ai pas pu. Faites attention sur ça. Ok, c'est bien. Bien, tout est déjà bien expliqué. Et donc, je vais exécuter cette ligne de code ici pour voir, pour création de cette base de données. Ça, je vais passer par le if name. Si vous ne comprenez pas ces lignes de code que je suis en train d'écrire ici, il y a une vidéo bien dédiée sur ça. Vous allez trouver cette vidéo dans la description de cette aussi vidéo qui va vous expliquer comment fonctionne l'if name via la main, parce que je commence à expliquer ça maintenant. Sera un peu long et ce n'est pas l'objet de ce tutoriel. Je vais exécuter ça. Python main.py, j'exécute. On vérifie s'il y a une création de cette base de données. Oui, il y a déjà création de cette base de données ici. Database.db. Alors, pour avoir cette bonne visualisation de votre base de données comme ici, pour avoir cette bonne visualisation de votre base de données de Visual Studio Code sans avoir d'autres logiciels pour vous y aider, je vous préconise d'utiliser ces quelques extensions ici, telles que SQLite, SQLite Viewer, SQLite Try Editor et SQL Tools, ainsi que SQL Tools SQLite. Donc, ce sont des petites extensions pour Visual Studio Code qui vont vous permettre d'avoir cette bonne visualisation de votre base de données SQLite 3 directement dans Visual Studio Code ou Visual Studio Code Inside, ce que j'utilise maintenant. Bien. On continue. Je vais créer une autre méthode SQL request. Cette méthode va nous permettre de pouvoir créer un script SQL. Je vais créer un script SQL. Alors, pour commenter dans un script SQL, mettez les points comme en SQL toujours et vous mettez, bon, je vais faire création d'une table des to-do lists. C'est comme ça, des to-do lists. Ainsi. Et puis je commence par create table if not exist. Alors je mets if not exist de sorte que s'il y a exécution de cette requête plusieurs fois, qu'il ne puisse pas nous générer des erreurs sur quoi la table est déjà créée. Mais grâce à cette condition if not exist, dès qu'il va trouver la condition if not exist et que la table soit déjà créée, il ne va plus créer cette table, ce qui va nous éviter ce genre d'erreur. Et puis le nom de la table, c'est todo, qui aura comme champ un ID, sera un entier. C'est une clé primaire.
Je vais faire un autre increment pour qu'il puisse s'incrémenter à chaque fois. Auto increment, ok. Ok, auto increment. S'il y a erreur, ce sera un bon exemple pour comprendre comment fonctionne le fichier de log. Alors, ça sera name ou title. Je vais mettre name pour faire simple. Sera un texte avec une longueur maximale de 50 caractères avec une contrainte not null. Alors, je vais faire plusieurs erreurs dans l'écriture de ces scripts pour vous montrer un peu comment fonctionnent les fichiers de log. Et puis, il y aura une description desk qui aura comme longueur maximale de caractères à 150, c'est bien. 150 caractères avec une contrainte aussi not null. Je vais faire des erreurs. Ce sera un bon moyen de vous montrer comment aussi débugger ça. Et puis, j'ai dit que je vais créer un script SQL en écrivant seulement une seule requête ici de création de cette table. Ça ne fait pas des signes requête SQL, un script SQL. Donc, il faut ajouter d'autres requêtes. Par exemple, ici, je peux faire la création d'une vue. Create view. If not exists. Le nom de la vue, c'est select. Et puis all. Avec un as. Et puis ici, le nom de la requête, select all from la table to do. Alors, ici, je vais englober cette requête SQL dans un try except. Try, except comme ça. Except utilise error, un alias et error que nous avons importé depuis SQLite3. Et puis ici, je commence à loguer grâce au module logging.error. Et puis ici, ça sera 9 string. Les niveaux. Donc, le niveau ici va concerner le niveau d'erreur. Je commence, le niveau d'erreur, c'est, je vais écrire le nom de la méthode SQL request. Et puis ici, j'aurai besoin des types, le type d'erreur, type. Les niveaux ici, laisse-moi faire un peu plus clair. Un peu majuscule. Comme ça. Je vais mettre le et. Et puis, pour que cette erreur soit écrite dans les fichiers de journal que nous avons définis ici, il va falloir faire remonter cette erreur. Pour faire remonter cette erreur, on utilise execute exec info et puis je le mets à true. À true comme ça. Et puis je vais faire un finally. Et ici finalement, alors comme il s'agit d'une requête de création d'une table, de création d'une vue, il est primordial de pouvoir committer nos requêtes sur la base de données et aussi fermer la connexion à cette base de données. Pour ça, je vais utiliser cette variable ici, cette variable con ici, qui va me permettre aussi de committer les requêtes. Je vais faire un self.con.commit comme ça. Et puis pour fermer la connexion à la base de données avec self.con.commit.
close. Je ferme la connexion à la base de données. Je n'ai pas encore terminé ici, j'ai écrit seulement la requête SQL, mais vous voyez ici écrit seulement cette script SQL ici ne veut pas dire que cette requête va être exécutée. Je retourne ici et je vais faire pour pouvoir exécuter ces scripts SQL sur la base de données qui puissent être exécutés. Si la base de données est créée, cette table, cette fille, il va nous falloir avoir la même mise sur cette base de données. Et pour avoir cette même mise sur cette base de données, je vais créer une variable que je vais nommer query qui va prendre toujours self.con.cursor. Ce cursor va nous permettre d'avoir la même mise sur cette base de données. Dans mes précédentes vidéos sur Python et SQLite, j'ai montré comment faire ça. Et puis, avec query, je vais utiliser execute. Il y a trois méthodes que nous pouvons utiliser ici. Execute, execute menu, execute script. Execute nous permet d'exécuter une seule requête à la fois et dans notre cas, il s'agit d'un script SQL. Donc, execute n'est pas le bienvenu ici. Execute menu permet de faire des insertions multiples et dans notre cas, il ne s'agit pas des insertions multiples. Et aussi, execute script nous permet d'exécuter un script SQL. Et donc, nous voulons exécuter un script SQL. C'est ce script SQL que nous allons passer en paramètre de cette méthode execute script. De cette façon. Et puis, je vais exécuter ces lignes de code pour pouvoir... je vais auparavant commenter. Création de la vie. Ok. Je sais qu'il y aura des erreurs. J'ai laissé des erreurs exprès pour vous montrer comment fonctionnent les fichiers de log. Ici, dans les fichiers de tests, je vais importer from de ces fichiers, c'est main. From main, je vais importer data, la classe data. Et puis, je vais instancier cette classe. Vous voyez ici, ça devient quoi? Variable, c'est une instance à la classe data. Bien, et puis à partir d'ici, je vais faire ici dans main, il faut qu'il me retourne true si tout s'est bien passé. Return true. OK. Ici dans test, je vais faire un response égale à DB. Ouais, je fais appel à SQL request, cette méthode ici, comme ça. Et puis je vais printer. Je vais faire un print de response. De cette façon. Je vais exécuter ça pour voir. Python test.py. Boum, il me retourne non. Il me retourne non, me disant qu'il y a eu des erreurs. Donc, si tout se serait bien passé, il m'aurait retourné ici true, mais il m'a retourné non, me dire que il y a bel et bien eu des erreurs qui se sont passées, mais ces erreurs n'ont pas été affichées parce que je n'ai pas fait ici dans l'exception. Parce que quand il y a erreur dans les try except, cette exception, cette erreur est directement interceptée. Et si je refais un print de et ici, on aurait pu afficher ici l'erreur, mais comme j'ai utilisé ici les logs avec le module logging, cette erreur va être journalisée, va être écrite dans les fichiers de log ici. Donc, je vais vérifier les fichiers de log, s'il y a eu erreur, à quel niveau et quel est le type d'erreur qui s'est produit. Et ici, je vois qu'il me donne la date et l'heure. Il me dit qu'il y a erreur au niveau de SQL request, donc notre méthode. Il me dit qu'il y a une syntaxe erreur à la ligne 29. Ici, vous voyez le trace avec des Python. Eh bien, l'erreur qu'il y a ici, c'est que j'ai fait exprès ici de mettre ici cette, la virgule là, mais il y a un point virgule. Le point virgule, je vais exécuter encore.
Il me retourne toujours non. Il y a encore une erreur. Alors, cette erreur, on vérifie le fichier des logs toujours. Il a encore journalisé cette autre erreur ici. Il me dit toujours la ligne 29, il y a toujours une erreur. Et cette autre erreur aussi est due au fait qu'ici, j'ai ajouté la virgule. Il faut effacer cette virgule ici. Et donc, comme ça, le code est bien nickel. Il me retourne true. Donc, tout s'est bien passé. C'est comme ça qu'on utilise ces fichiers de log. Vous voyez ici, les erreurs ont été bien journalisées. Et en tant que programmeur, c'est une bonne façon de pouvoir débugger notre programme. Vous imaginez s'il s'agissait de plusieurs lignes de code sans avoir à pouvoir avoir un système qui va nous permettre d'intercepter ces erreurs. Ça peut être vraiment pénible de pouvoir débugger ça. Mais grâce à cette journalisation, nous avons avec précision la ligne à laquelle s'est produit l'erreur et quel est le type d'erreur qui s'est produit, comme ici. OK. Je vais continuer à faire créer d'autres méthodes. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer les données. Je vais commenter ici. Ça sera insert data, insertion des données. Je vais faire un def, insert comme ça, self, et puis je vais lui passer les données qui vont être insérées. Ce sera une insertion dynamique comme ça. Point, des points, OK. Commence par le try. Je passe. Et puis accept. Pour accepter l'exception. Error que nous avons importé avec dans SQLite, une alias et passe. Et puis finally, je vais faire aussi un pass. C'est ça la structure des méthodes que nous allons utiliser ici. Puis ici, je vais commencer par faire prendre la même ici, cette base de données, créer la variable query. Je fais self.con cursor qui nous permet d'avoir la même mise sur la base de données. Alors, ici, je vais faire un query.execute. Nous allons faire l'exécution. Execute. Et ici, avec execute, un paramètre ici, nous allons lui passer les données. Donc, la requête ici et les données. On va commencer par la requête. Ça sera un insert into le nom de la table. C'est tout. Dans les champs name, je nomme ça name. Et puis, la description en abrégé desk. Les valeurs avec value. Ici, value, je vais placer des points d'interrogation séparés par des virgules, comme ça. Et puis, les données ici, vous voyez que je vais faire des insertions dynamiques. Et puis, les données ici qui vont provenir des fichiers de test, je vais les placer encore ici, comme ça. Alors, c'est comme ça qu'on fait des insertions dynamiques avec SQLite et Python, programmation orientée objet. Vous voyez que grâce à la méthode execute ici, nous lui passons en paramètres, premièrement la requête et deuxièmement les données qui vont être insérées ici comme il s'agit d'une requête d'insertion. Pourquoi j'ai mis ici des points d'interrogation qui montrent que ce sont des paramètres qui sont attendus et ces paramètres vont provenir des données. Cette variable donnée ici qui sera un type. Et ici, je vais retourner true. Tout s'est bien passé. Ici, je vais loguer. Je vais même copier ça pour ne pas me casser la tête à réinventer la roue.
comme ça. Seule différence ici, c'est ce niveau ici, ça sera ici. Comme ça. OK. Et puis finalement, je vais aussi copier ces deux lignes ici. Et je vais les coller ici. Histoire de ne pas perdre du temps. OK. Je vais tester ça. Je vais premièrement commenter ça ici. C'est les lignes. Montrer commenter. OK. Ici. Commentaire. On dit que certes. Insertion. Et à ce niveau aussi, je vais faire un db. db, c'est l'instance à cette classe. Et puis, je vais appeler la méthode insert qui prend en paramètre les données. Ces données, je vais créer ce table. Données comme ça. C'est un table. Nous allons donc insérer des éléments, les noms et la description. Je vais commencer par prendre Django, mon framework backend préféré. La description, ça sera le Django Channels pour faire des WebSockets comme ça. Alors, je vais voir si tout s'est bien passé. Je vais faire un response. Et puis, je vais printer response pour qu'il me retourne true si c'est bien passé. Et response. Comme ça. S'il y a erreur, cette erreur va être directement. Ok, tout s'est bien passé. On me dit qu'il y a bel et bien insertion. Ici, j'ai créé le variable données, c'est un table. Et puis, je crée la variable response. Je lui passe db, instance en cette classe. Et dans cette classe, il y a une méthode insert. Et cette méthode insert, en paramètre, il prend les données qui sont un table. Et ces données, il y a le nom, la description. À prendre Django Channels comme description. Ce sont les deux éléments ici. Ce sont ces deux éléments ici. Name et desk que j'ai représenté ici par des points d'interrogation et je passe ces données en paramètres. On va vérifier la base de données s'il y a bel et bien une insertion. Et nous voyons ici dans la base de données qu'il y a une base de données to-do qui a bel et bien une insertion à l'ID 1 qui a à prendre Django Channels. C'est bien nickel. Comme ça. Ça sera maintenant la sélection avec select. Mais avant de faire la sélection, je pense que j'aimerais bien faire plusieurs insertions, plusieurs données. Laisse-moi faire aussi ici apprendre Python. Alors, il y a une manière de faire des insertions multiples. Je peux même vous les montrer ici, ça serait bien. Alors, pour faire des insertions multiples, premièrement, il faut transformer. Venons ici dans main pour commencer. Ici, pour faire des insertions multiples, on ne va plus utiliser execute, mais execute many. Execute many. Et puis ici, les données. Ici, ça ne sera plus un table, mais ça sera une liste de tables. Donc, nous allons transformer ces tables en une liste de tables. Je commence par apprendre Python. Et puis ici, ça sera un développement desktop. Développement desktop avec ça, c'est mon préféré pour faire le développement desktop avec Python, PySide 6. Je vais même faire des tutoriels sur ça. Et après, je vais ajouter d'autres éléments ici comme
sera d'écrire React.js. Et ici, je vais faire les hooks. C'est important en React. Et puis, je vais exécuter ces lignes de code. S'il y a erreur, c'est mieux. Et il n'y a pas eu d'erreur. On vérifie la base de données. Il y a eu bel et bien insertion multiple dans cette table de to-do list dans notre base de données database.db. Ok, il y a eu bel et bien insertion multiple. Histoire de vous montrer comment ça fonctionne. Execute menu. Et puis on transforme les données ici. Au lieu que ça soit un table comme nous avons vu précédemment, on transforme ce table en une liste de tables. Ici, il y a le premier table, il y a des éléments qui correspondent au nom et à la description, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait les insertions multiples. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la sélection des données. Je vais commenter ça avec une domaine. La sélection, on va faire F. Select. Ici, la sélection va prendre seulement celle. Et puis, on peut réinventer les mêmes procédés de try. C'est mieux si je vais copier ça, coller, CTRL-V, CTRL-C. Et puis, tous ces charabia de données ici ne vont plus être là. Nous allons rester seulement avec la requête ici. Et puis, execute, pas execute menu, execute uniquement. Et puis, ici, dans la journalisation, ça sera au niveau des select, comme ça. Et c'est fini. Ici, on renseigne à majuscule, select, all, comme. Et ici, je ne vais pas utiliser le nom de la table, mais je vais utiliser la vue select all. C'est cette vue qui est ici. La vue ici, select all. Comme ça, on me montre qu'il y a des rouges. Je ne sais pas quoi. Ok, c'est ici. Ah, ok. C'est bien maintenant. Alors, ici, ça ne va plus nous retourner true, mais nous voulons qu'il nous retourne ces données. Pour ça, je vais faire un query.fetch. Fetch all, fetch many et fetch on. Alors, fetch all nous permet de récupérer plusieurs données qui nous sont retournées. Et fetch many, je ne sais pas même quand est-ce qu'on l'utilise. Moi, j'utilise fetch many et fetch on. Et donc ici, fetch on nous permet de récupérer un seul élément à la fois. Donc, un seul élément. Et le cas d'utilisation de fetch all et fetch many est que quand il s'agit d'une requête de sélection de plusieurs éléments, nous savons bien que ces plusieurs éléments qui vont nous être retournés, on utilise fetch all. Et quand nous savons que c'est un seul élément qui va nous être retourné, on utilise fetch on. Et dans notre cas, il s'agit d'une sélection multiple, donc select all. Et donc là, la méthode préconisée ici, c'est fetch all. De cette façon, on va venir ici dans les fichiers de test pour tester tout ça. Select. Oui, select. Comme ça. Puis ici, les données vont nous être retournées, donc nous devons une variable comme ici response. Et puis on va faire un print de response. Print de response comme ça. Exécute. Et il serait mieux de faire monter ça pour laisser de la place à l'invite des commandes aussi de se sentir à l'aise. Python test, on exécute. OK. Et nous voyons ici comme par magie, il nous est retourné sous forme d'une liste de tables toutes les données que nous avons dans la base de données dans notre table To-Do.
ces données nous sont retournées. Et donc, si nous voulons par exemple récupérer les données sans ces listes, donc les tables seulement, voyons ici que c'est une liste de tables qui nous est retournée. Je vais vous montrer ici. Je vais ici utiliser les boucles. Utilisons la boucle i for item ou même data renseigné. C'est bien prononcé from data for, oui, for data in response print data comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est charabia c'était erreur qui n'existait pas. Ok, nous avons directement ici la liste des tables uniquement. Nous avons ici la liste des tables uniquement. Si vous voulez vous bourrer la tête, vous pouvez aussi ajouter une autre effort ici. Pour voir une date. On va voir ce qui va nous retourner. C'est mieux toujours de découvrir de nouvelles choses. Print in, comme ça. Je vais exécuter. Et nous voyons qu'il nous retourne chaque élément. Premier, il nous retourne l'ID, les noms, la description, l'ID, les noms, la description, ainsi de suite. Alors, ça dépend de votre cas d'utilisation. Moi, je vous montre seulement les différentes méthodes que vous pouvez utiliser. Et ici, je vais vous montrer la méthode que moi, je trouve un peu plus sérieuse qui concerne l'indexation response. L'indexation ici, je vais faire 0. Donc, ici, avec 0, c'est que je vais récupérer le premier élément qui se trouve à l'index 0 de la liste des tables qui nous est retourné. Je vais exécuter. Et j'ai, premier élément, c'est apprendre Django. Django Channels, on peut vérifier même dans la base de données, c'est ça. L'index 1, apprendre Django, Django Channels. OK. De même, si nous voulons récupérer le deuxième élément, ici, de spécifier le deuxième élément là-bas. Alors, comme nous sommes déjà sur cet premier élément avec les zéros, on peut toujours continuer à faire l'indexation ici. Si nous voulons récupérer, par exemple, l'ID ici, alors les listes, comme les tables, tout comme les listes, commencent par l'index 0. Pour récupérer cet ID, le 1 ici, il faut indiquer qu'il se trouve à l'index 0 du table. J'exécute et je récupère le 1. Pour récupérer les noms, donc prendre Django, placer ici le 1, j'exécute, j'ai comme ça, 2, éléments, je récupère tous les données. C'est comme ça qu'on fait. Et bien sûr, ça dépend de votre cas d'utilisation, de ce que vous voulez faire. Et c'est comme ça qu'on peut faire la sélection des données. Je vais commenter ça. Je vais venir ici. Faire disparaître cette invite des commandes. Eh bien, je vais aussi vous montrer comment faire les sélections des éléments par ID. Par ID, tout le monde peut savoir faire ça. Je vais vous montrer ça à partir select by name. Par nous, ça sera compliqué. J'ai mis des noms bizarres. By ID, c'est même comme. Ok, by ID. By ID, ici en paramètre, je vais faire ici select by ID. Score. De cette façon. Et puis ici, cette différence sera ici. Il y aura ID ici. L'ID sera donné en paramètre. Je vais l'ajouter aussi ici. Et puis ici, ce sera select all from. From select, je vais rester toujours ici. Je vais ajouter where comme ça. Et comme ça, je vois que je vais chercher un élément qui me sera retourné. Donc, je vais opter pour fetch on.
select all by ID. Et ça sera fetch on et puis niveau select by ID. Là, ça va, tout va merveille. ID, OK. On va tester tout ça dans les fichiers de test. Dans les fichiers de test. Select by ID. OK. db.select_id. Comme ça. Et puis ID, un paramètre, ça sera un table. Alors, cherchons l'élément que nous voulons chercher ici. Prenons Python, l'ID. L'ID CD, sans oublier une virgule ici. Pour ça, je vais faire une response égale, comme ça. Je vais printer response. De cette façon, j'exécute et nous avons cet élément ici. Un table, l'IDD, apprendre Python, développement desktop avec Python. OK. Et puis ici, je vais faire de l'indexation comme ça et puis 0 pour pouvoir récupérer l'ID simplement. J'ai fait comme ça, je récupère l'ID seulement. Si je vais récupérer les noms, je mets cette slice, c'est de l'indexation. On accède au nom, à la description de exécute et nous avons tous nos éléments. Ici, on peut faire même une boucle. Ça va toujours bien fonctionner. For data in response, on va faire un print de data. OK, nous avons ces éléments, l'ID, les noms ici à prendre Python et la description de développement desktop avec BySide 6. OK, ceci étant fait, on passe à autre chose. Maintenant, on va voir update. Update. Alors, pour faire l'update ici, OK, c'est une histoire de charabia ici. OK. Je vais toujours copier tout ça. Même copier ça à partir d'ici. On va utiliser le même procédé pour faire. Et puis ici, ça ne sera plus ID, mais ça sera. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais sélectionner ça et ça. Les données, update, on va écrire donc ici la requête update to do avec un set. Je vais modifier seulement les noms. Non, la description c'est mieux. Desk égale point d'interrogation where ID égale point d'interrogation. Et donc ici nous avons
deux éléments que nous allons renseigner. Il y a la description et l'ID. Ici, ça sera question de retourner true si tout s'est bien passé. Comme ça. Et ici, ça sera update. Et puis ici, ça sera au niveau update de cette façon. Ça va. Comme ça, nickel. Je ne vais pas trop regarder s'il y a des erreurs. Ça va être un bon moyen pour débugger avec les fichiers de log. Au niveau d'update. Okay. Update. Comme ça. L'update ici, nous allons donner, passer les données. Ces données seront un table. Premier élément renseigné. Il y a la description, nouvelle description et là, il y a l'élément que nous voulons modifier. Ici, nous voulons modifier quoi? Par exemple, ici, modifions Django Channel par Django Signals. On va commencer donc par ici la nouvelle description et là, il dit des éléments que nous voulons modifier. Ici, la nouvelle description, c'est Django Channels, Django Signals. Django Signals. Et puis, l'ID, ça sera, ça se trouve à quel ID? Je pense que c'est l'ID 1. L'ID c'est 1. Ici, je mets le 1. Ce sont les deux éléments que nous voulons. Et puis, avec response, comme ça. Et ça sera question de faire un print de response de cette façon. Une fois fait, on exécute. Il me retourne non, donc il y a une erreur qui s'est produite. Quelle est cette erreur? Quelle est cette erreur? On vérifie les fichiers de log. On vérifie, on descend ici en bas. Il y a une erreur ici à 16h01. Erreur, update, syntaxe, error. Il me dit qu'il y a une erreur de syntaxe dans la requête. Alors, la ligne combien c'est en 7. On va vérifier. Dans main, update, execute, update, to do. Set desk, oui. Desk, oui. Desk. Égal, pour l'interrogation, données, pour l'interrogation, et puis, où est l'erreur? Où est l'erreur? Moi, je valide par l'erreur, quoi. Update to do set desk. Interrogation, where ID égale pour l'interrogation. Moi, je ne vois pas d'erreur ici. Je ne sais pas si vous voyez une erreur ici, mais de ma part, je ne vois aucune erreur. Je vais bien vérifier. Je vais l'exécuter pour voir. Il me retourne toujours non, je ne sais pas. Voyons vraiment le fichier de log. Qu'est-ce qui nous approche? Niveau update, type d'erreur. New update. Je n'ai pas bien lu ici. J'ai mal orthographié update. Je pense que vous avez vu ça bien avant. C'est comme ça. Ok. Alors, vous avez vu les bienfaits des fichiers de log. Il m'a directement ici. Il m'a signalé ici qu'il y a un problème avec cette orthographe.
Il me dit syntaxe error. Je vais donc exécuter encore et il me retourne true. On va vérifier. Ici, nous avons Django Signals. C'est bien. Maintenant, nous allons voir comment faire le delete. OK. Yes. Delete. Je vais copier tout ça. Je vais poster ça ici. Et ça sera question de delete. Delete. Et puis ça sera ici seulement ID. ID seulement comme ça. La requête va changer à ce niveau. Delete from to where ID égale point d'interrogation virgule ID. Ici, niveau C, delete de cette façon. Et ici, commit, ça va. Close, ça va. Je reviens ici. Je vais faire CTRL-C, commenter. Je vais faire comme ça. Delete. Et puis ici, ça sera question de delete seulement. Merci. Ici, ça ne sera plus tout ça, mais ID sera égal à une table. Alors, qu'est-ce que nous voulons effacer de la base de données? Nous voulons effacer l'ID, l'élément qui se trouve à l'ID 3. Découvrir React.js, les hooks. OK. C'est cet élément que je vais effacer. L'ID c'est 3. Sans oublier la virgule. Je vais exécuter ça. Il me retourne true. Je vérifie la base de données. Et oui, il y a bel et bien suppression. Alors, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui où nous avons vu ensemble comment utiliser Python, l'orienté objet de Python, ainsi que SQLite 3 et aussi la journalisation. Les éléments que je tiens à ce que vous puissiez retenir est que ici, la méthode connect nous permet de nous connecter à une base de données si elle existe ou si elle n'existe pas, elle nous permet de la créer et de s'y connecter et nous lui passons la base de données ou le chemin vers la base de données en paramètres. Et puis, selon ligne de code ici, nous permet de faire la journalisation. Et grâce au module OS, nous pouvons accéder au chemin dossier où se trouve la base de données d'une manière dynamique, quel que soit le système sur lequel nous nous trouvons, parce qu'il y a toujours des disconvergences entre les systèmes, par exemple, entre Windows et Linux sur le chemin d'accès aux fichiers. Et aussi, ici, nous avons vu comment créer des scripts SQL séparés par des points-virgules ici. Et aussi, une chose très importante que je vais vous montrer ici qui concerne la gestion des clés étrangères. C'est très important et très primordial. Je vais vous le montrer là tout de suite. Par exemple, si nous avions plusieurs tables qui sont reliées par des clés étrangères, pour activer cette gestion des clés étrangères dans SQLite 3 avec Python, il faut ajouter ces petites lignes de code ici. Pragma foreign keys echo to true. Ça, ces petites lignes de code ici permet de gérer des clés étrangères avec SQLite 3 et Python. Et pour commenter, vous ajoutez seulement des tirets ici. Si vous avez déjà fait du MySQL, vous savez que c'est comme ça qu'on commente. On termine nos requêtes par des points-virgules, ainsi de suite. Et ici, vous pouvez ajouter d'autres
requêtes de création d'autres tables, et ainsi de suite, de triggers, de vie, comme vous voudrez. Et ici aussi, cursor nous permet la méthode cursor nous permet de pouvoir avoir la même mise sur la base de données. La méthode execute script nous permet d'exécuter un script SQL. Et puis, si pour faire la journalisation, quand il y a erreur dans notre code, cette erreur sera directement interceptée grâce au try except de Python et cette erreur sera journalisée ici en appelant la méthode le module logging et la fonction error qui prend en paramètre un string et fconfig, execconfig qui permet de faire remonter l'erreur pour qu'il soit écrit dans le fichier de log. Et puis ici, nous avons commencé par faire l'insertion. Nous avons vu comment faire l'insertion élément par élément. Et ici, nous avons aussi vu comment faire l'insertion multiple grâce à la méthode execute many. Il nous a permis de faire ça. Il suffit seulement de transformer les données qui seront passées en paramètres en une liste de paramètres pour l'exécution multiple ou à un type pour l'exécution simple ou l'insertion simple. Et aussi ici, concernant le select, chose importante aussi à vous faire savoir, c'est qu'avec select, ce n'est pas important de renseigner ici commit, parce que commit est utilisé pour des requêtes de création, des modifications et des suppressions dans la majeure des cas. Et ici, nous avons vu comment faire les CRUD en entier. Cette petite condition ici, je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo qui sera uniquement dédiée à ça. C'est un peu où nous allons parler de la modularité en Python. Je vais vous montrer ça et aussi vous expliquer le pourquoi de ces fichiers ici de PyCatch. Ok, c'est tout pour cette vidéo. Commentez, likez la vidéo, partagez avec d'autres personnes qui voudront apprendre aussi à utiliser Django, à utiliser Python, pardon, à utiliser Python et la base de données SQLite pour leurs projets de programmation. Alors, les bienfaits de SQLite 3, c'est que, contrairement à d'autres systèmes comme MySQL et PostgreSQL qui sont basés sur une architecture client-serveur, les SGBD SQLite 3 nous permettent de créer une base de données sous forme d'un fichier multiplateforme qui est en local, donc que nous pouvons embarquer par exemple dans un logiciel desktop en utilisant soit du PySide, PyQt, Tkinter pour les puristes de Python, ils aiment utiliser Tkinter pour une approche un peu avancée. C'est PyQt6, c'est PySide6. Bien, c'est tout pour cette vidéo. Moi, c'est Nakicode et à bientôt.